Comment un micro-ordinateur, bricolé par un jeune ingénieur, s'est-il transformé en mastodonte pesant plusieurs milliers de milliards de dollars? Tel est le fil directeur de la fascinante histoire d'Apple. Découvrons-la ensemble. Précisons toutefois qu'il ne s'agit là que d'une des ressources proposées par innovation-stratégie.fr, qui est à la fois un site web, une chaîne YouTube, une newsletter et un podcast. Steve Jobs et Steve Wozniak se sont rencontrés au début des années 1970 via une connaissance commune, Bill Fernandez. Très rapidement, à l'initiative de Steve Jobs, mais grâce aux compétences techniques de Steve Wozniak, c'est une répartition des rôles que l'on retrouvera par la suite, les deux jeunes hommes, 21 ans pour Wozniak, alors étudiant à UC Berkeley, et 16 ans pour Jobs, encore lycéen, lancent un premier business. Ce dernier consistait à vendre des boîtiers électroniques imitant le signal des compagnies de téléphone et permettant donc de téléphoner sans payer. À cette époque, on payait ses communications à la minute. Il les vendait 150 $. Steve Jobs assurait les achats de composants pour 40 $ et vendait ses Blue Boxes en porte-à-porte. Steve Wozniak les avait conçus sur la base d'informations contenues dans un magazine. L'ouvrage Apple Confidential 2.0 mentionne une autre anecdote qui reflète bien les compétences respectives des deux hommes. Alors que Wozniak travaillait chez Hewlett-Packard, Jobs, après seulement un semestre d'études supérieures, avait trouvé un travail de technicien chez Atari, un fabricant de jeux d'arcade. Le patron d'Atari lui confie la mission de concevoir les circuits électroniques d'un nouveau jeu dont il avait fixé les caractéristiques. Incapable de réaliser cette mission, Jobs fait appel à son ami Wozniak. Après 4 nuits de travail commun, ils parviennent à concevoir un système fondé sur 42 puces, ce qui devait leur valoir une prime de 700 $. Alors, Jobs fera bien un chèque de 350 $ à Steve Wozniak, mais ce dernier apprendra par hasard, en 1984, que le montant versé par Atari à Jobs était en réalité de 5000 $. Pas sûr que s'il l'avait appris aussitôt, Steve Wozniak se serait lancé dans une aventure entrepreneuriale avec Steve Jobs. En 1975, alors que les deux hommes fréquentent le même club d'électronique et d'informatique à Homebrew, l'attention est accaparée par le nouveau MIPS Altair 8800, qui est fondé sur un microprocesseur Intel 8080. Wozniak conçoit alors un micro-ordinateur fondé sur un microprocesseur plus basique, mais aussi beaucoup moins cher, le MOS 6502. Cet ordinateur est conçu dès le départ pour être branché à un clavier QWERTY, contrairement au MIPS Altair 8800 d'origine, et à un poste de télévision. Wozniak le présente au club en mars 1976 dans l'intention de partager ses dessins. Mais Jobs parvient à le persuader de l'intérêt de plutôt le vendre en tant que produit. Après avoir tenté sans succès de persuader leurs employeurs respectifs, toujours Hewlett-Packard et Atari, de commercialiser le micro-ordinateur, les deux compères décident de se lancer. Jobs vend sa camionnette Volkswagen pour 1500 $ et Wozniak une calculatrice électronique Hewlett-Packard pour 250 $. Ils accueillent un troisième associé, Ronald Wayne, qui prend 10% de l'entreprise pour éviter un blocage en cas de désaccord entre les deux principaux partenaires. Dès le départ, l'entreprise prend le nom d'Apple Computer. Cela constitue d'ailleurs un risque juridique, car Apple était aussi le nom de la maison de disques des Beatles. Steve Jobs présente l'Apple Computer, qui sera plus tard renommé Apple One, à un magasin local de matériel informatique. Il en résulte une commande de 50 machines pour 500 $ l'unité.
Difficile de rêver mieux qu'une commande de 25 000 $ pour lancer une entreprise. Sauf qu'il faut maintenant fabriquer les ordinateurs. Et l'équipe n'est pas prête pour cela. L'intention de départ était de vendre les circuits de base de l'ordinateur pour 50 $ et laisser les bricoleurs informatiques, aujourd'hui on dirait des hackers, les monter. Or, le magasin exigeait des ordinateurs complets. La première étape a donc été d'acheter les composants nécessaires, ce qui excédait largement les capacités financières de la petite entreprise. Finalement, Steve Jobs parvient à obtenir un prêt de 5 000 $ auprès des parents d'un de ses amis et obtient un délai de paiement pour les composants. Le prêt fait d'ailleurs fuir le troisième associé d'Apple qui vend ses parts pour seulement 800 $. En effet, dans le type de structure choisi par Apple au départ, les associés sont tenus solidairement des dettes de l'entreprise. Il faut ensuite fabriquer les ordinateurs. Jobs met à contribution sa sœur et son parrain de collège pour fabriquer à la main les 50 ordinateurs. Ils seront livrés fonctionnels mais sans clavier ni boîtier. Le gérant du magasin accepte toutefois la livraison et paie les 25 000 $ à Apple. Il complète lui-même les ordinateurs avant de les mettre en vente. Les deux associés vont poursuivre chacun dans leur rôle. Jobs veut accroître les ventes de l'entreprise, mais se heurte au problème du financement de la croissance. Wozniak, de son côté, améliore l'ordinateur, notamment en ajoutant une carte à 75 $ permettant de sauvegarder et lire des programmes sur des cassettes audio standards. Mais les deux vont aboutir à quelque chose de plus ambitieux. Wozniak parvient ainsi à créer un prototype d'ordinateur bien plus performant, en particulier dans la gestion des couleurs, le futur Apple II, à noter en chiffres romains. Mais ce dernier coûtait beaucoup plus cher à fabriquer. Alors comment produire beaucoup plus d'ordinateurs, plus coûteux, avec un aussi faible capital ? Jobs va alors essayer de vendre l'entreprise au fabricant de calculatrices Commodore, dont il savait qu'il cherchait à entrer sur ce nouveau marché de la micro-informatique. L'offre était de 100 000 $ en cash et 36 000 $ de salaire garanti sur un an pour Wozniak et lui-même, ainsi qu'un certain nombre d'actions. Finalement, Commodore préfère racheter MOS Technologies, qui avait conçu le microprocesseur au cœur des premiers modèles d'Apple. Le salut vient alors de Mike Markkula, un jeune retraité, il avait alors 34 ans, de Fairchild Semiconductors, l'une des grandes entreprises historiques de la Silicon Valley. Markkula avait réuni une petite fortune après avoir vendu des stock options de Fairchild et Intel. C'est sans doute lui, plus encore que Jobs, qui perçut le potentiel du marché de la micro-informatique, puisqu'en arrivant en novembre 1976 dans cette entreprise qui vendait ses premières machines dans une dizaine de magasins en tout et pour tout, il fixe comme objectif de réaliser 500 millions de $ de chiffre d'affaires d'ici à 10 ans. Aussi irréaliste cet objectif pourrait-il paraître, Markkula a eu le nez creux et son arrivée a fait prendre à Apple une autre dimension. Tout d'abord, Markkula injecte 92 000 $ en cash dans l'entreprise. Grâce à ce capital, Apple devient l'équivalent américain d'une société anonyme en janvier 1977. Il négocie ensuite 250 000 $ de lignes de crédit auprès de Bank of America. C'est lui aussi qui parvient à convaincre Michael Scott, cadre expérimenté de Fairchild Semiconductors, de rejoindre Apple pour devenir le premier président de la toute jeune société pour le tiers de son salaire chez Fairchild. L'entreprise est alors quasiment prête à lancer son Apple II, qui soignera un petit peu plus les apparences. Celui-ci arborera un nouveau logo, créé par des professionnels, et surtout, il sera intégré dans un boîtier plastique beaucoup plus plaisant que celui des ordinateurs visant les geeks de l'époque.
Il est lancé en avril 1977 au prix de 1298 $, avec une mémoire de 4 kilooctets. Une version à 16 kilooctets sera proposée à 1698 $. Son principal concurrent est alors le Commodore PET, PET, moins cher, 795 $, et doté d'un moniteur et d'un lecteur cassette intégré, mais aux capacités beaucoup plus limitées. Au départ, les ventes des deux ordinateurs sont plutôt moyennes. Au 1er septembre 1977, Linz Meyer, l'auteur de Apple Confidential 2.0, évalue ainsi la base installée à seulement 570 machines. C'est mieux que l'Apple One, mais reste assez marginal sur un marché qui décolle. Quant au Commodore PET, je n'ai pas trouvé de chiffres pour 1977. Mais Paul Reimer, qui a écrit un article sur l'évolution des parts de marché sur les premières décennies de l'industrie informatique, évalue ses ventes en 1978 à 4000 unités. On reste encore dans les mêmes ordres de grandeur que les ventes des pionniers de la micro-informatique, comme MITS ou IMSAI. Les ventes de l'Apple II dépassent semble-t-il celles du Commodore PET dès 1978. La base installée est estimée à 8170 machines au 1er septembre 1978. Mais les deux entreprises se font damer le pion par une chaîne de magasins électroniques, Radio Shack, qui lance sa propre machine, le Tandy Radio Shack ou TRS 80. Sa mise en avant dans un réseau de 3000 magasins fait tout de suite la différence. Reimer évalue les ventes de TRS 80 à 100 000 unités en 1977 et 150 000 en 1978. Au-delà des possibilités intrinsèques de la machine, l'intérêt d'un micro-ordinateur dépend beaucoup de sa bibliothèque de logiciels et de périphériques. De ce point de vue, Apple bénéficiera d'un mélange de décisions judicieuses et de chance. Tout d'abord, en août 1977, Apple, qui dégage alors ses premiers cash flows positifs, négocie avec Microsoft une licence sur 8 ans de son langage basique pour 21 000 $. Légèrement remanié et renommé AppleSoft, le basique de l'Apple II servira à écrire des dizaines de milliers de programmes pour ce dernier. Ensuite, en juillet 1978, Apple propose un lecteur de disquette 5 pouces écart de 110 kilooctets qui remplace avantageusement les lecteurs de cassettes standards et qui coûte environ la moitié des lecteurs de disquettes concurrents. Il se branche via une carte dans l'un des 8 slots d'extension de l'Apple II. Je ne vous surprendrai pas si je vous dis que le concepteur de ce système est Steve Wozniak. Là où la chance intervient, c'est lorsque deux jeunes imaginent et développent le premier tableur. Apple refuse d'acheter le programme pour $1 million. Par chance, ce dernier avait été programmé sur AppleSoft. C'est donc sur cette machine que la première version de VisiCalc, le nom de ce premier tableur, est disponible. Première killer application de la micro-informatique, du nom de ces logiciels qui entraînent le succès des machines sur lesquelles ils fonctionnent, VisiCalc sera vendu par Personal Software à environ 200 000 exemplaires dans les 2 ans qui suivent. En outre, Apple a la bonne idée de lancer, juste avant, une nouvelle version améliorée de son Apple II, appelée Apple II Plus. Elle n'est pas révolutionnaire, mais comporte plus de mémoire, 48 kilooctets, des capacités couleurs renforcées et dispose d'AppleSoft en mémoire morte. Le langage n'a donc plus besoin d'être chargé via une cassette ou une disquette. L'entreprise change alors de dimension. Ainsi, d'après l'ouvrage Apple Confidential 2.0, la base installée d'Apple II passe à 43 270 au 1er septembre 1979. La machine est lancée.